Cette vidéo est sponsorisée par Eco, le média pour la planète. Je vous en parle un peu plus en détail au cours de la vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on parlait d'environnement? Pourquoi ce mot précisément pour parler de la nature? Sémantiquement parlant, on est d'accord que ça veut dire quelque chose qui environne, qui est autour d'une autre chose. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que cette autre chose, eh bien c'est l'humain. Quand on parle d'environnement, on parle de la nature, mais on la considère comme tournant autour des humains. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une approche anthropocentrique. En grec, anthropos, c'est l'humain. Autrement dit, on considère que l'homme est au centre, qu'il est au-dessus de la nature, qu'il est donc le plus important. Et puis surtout, ça sous-entend que la nature est au service de l'humain. Dans le langage courant, on considère les océans, les forêts, le pétrole et que sais-je encore comme des ressources, à savoir des moyens au service des humains. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que ce lexique de l'écologie, anthropocentré comme on l'a vu, n'est pas le seul disponible. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écologie profonde. Une véritable philosophie qui remet en question la place de l'humain sur la Terre et repense l'écologie en prenant un petit peu de la hauteur. Mais avant toute chose, sachez que j'ai écrit un article à propos de l'écologie profonde dans le magazine Eco, et c'est justement la grande annonce de cette vidéo, à savoir que il s'agit de la première vidéo sponsorisée de ma chaîne. Je vous le disais en septembre, j'ai quitté l'éducation nationale pour me lancer à plein temps dans la rédaction web et la confection de vidéos sur YouTube. Et je cherchais des financements de façon à pouvoir passer un petit peu plus de temps à créer des vidéos pour vous. Et je voulais vraiment trouver un sponsor qui soit en adéquation avec mes valeurs, et j'ai trouvé, donc je suis ravie. Il s'agit donc, je vous le disais, du magazine Eco qui parle de sujets en lien avec l'écologie, la nature, et qui invite à réfléchir au rapport qu'on entretient avec notre planète. Mais alors attention, ce n'est pas un simple sponsor, c'est encore mieux puisque en réalité, j'alimente la rubrique philosophie de ce magazine au rythme d'un article par semaine. Donc si l'écologie vous intéresse, et je pense que si vous me suivez c'est sûrement le cas, si vous voulez lire mes articles et les centaines d'autres présents sur le site, eh bien je ne peux que vous inviter à aller découvrir ce site internet, donc qui s'appelle Eco, je vous mets le lien en barre d'informations. C'est un média indépendant, en ligne, mais pas uniquement en ligne, puisque en fait il y a un numéro de Eco qui sort tous les 2 mois en version papier et en version numérique. Il existe un abonnement vraiment intéressant qui vous permet d'avoir accès à tous les articles premium pour seulement 2,99€ par mois. Sachant qu'en plus, je vous ai obtenu un code de réduction, c'est celui qui apparaît en ce moment à l'écran et qui donne une réduction donc de 40% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement web. Personnellement, ça fait quelques semaines que je parcours tous les articles et clairement, j'en apprends tous les jours. C'est des articles qui sont à la fois accessibles, pédagogiques et pas du tout jargonnants. Et d'ailleurs, si vous allez lire mes articles dans la rubrique philosophie du magazine, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour pour me dire ce que vous en aurez pensé, ça me ferait vraiment grand plaisir. Bref, maintenant, place à la suite de la vidéo. Apparue dans les années 70, l'écologie profonde, ou Deep Ecology, autrement appelée écologie radicale, est une philosophie qui s'inscrit en opposition avec l'écologie dite classique. Concrètement, les partisans de l'écologie profonde rejettent l'anthropocentrisme dominant, dont je vous parlais tout à l'heure, qui met au centre les besoins des humains, s'inscrivent en faux contre l'écologie classique, qu'ils nomment superficielle, écologie superficielle. Ils lui reprochent de vouloir réparer les dégâts sans remettre en question la primauté de l'humain sur le reste des espèces. Et puis ils promeuvent un nouveau rapport au vivant, plus égalitaire. Si l'on devait résumer les principes de l'écologie profonde en un mot, ce serait le mot décentrement. Parce qu'en fait, cette philosophie souhaite substituer à l'anthropocentrisme le biocentrisme. Ainsi, l'écologie se focaliserait sur la prise en compte des besoins de l'ensemble de la biosphère et non plus exclusivement sur ceux des êtres humains. Donc plutôt que d'axer les actions écologistes et politiques sur
la réparation des torts que les êtres humains ont infligés à la nature et sur la limitation des dégâts, eh bien l'écologie profonde veut littéralement transformer le rapport de l'homme à cette même nature. Faire en sorte que cette relation soit plus large, plus profonde et surtout plus éthique. En 1970, des partisans de l'écologie profonde, le sociologue Bill DeWaals et le philosophe George Sessions, proposent 8 postulats pour une nouvelle éthique de l'écologie. Et du coup, je vais tous vous les donner. 1. Le bien-être et l'épanouissement des formes de vie humaines et non humaines de la Terre ont une valeur en elles-mêmes. Cette valeur est indépendante de l'unité du monde non humain pour les besoins humains. 2. La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de cette valeur et sont également des valeurs elles-mêmes. 3. L'homme n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux. 4. L'épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine. Le développement des formes de vie non humaines requiert une telle diminution. 5. L'interférence humaine actuelle avec le monde non humain est excessive et nuisible, et la situation empire rapidement. 6. Des politiques doivent être changées. Ces politiques affectent les structures économiques, technologiques et idéologiques fondamentales. Il en résultera une société profondément différente de la nôtre. 7. Les changements idéologiques passent par l'appréciation d'une bonne qualité de vie plutôt que l'adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il faut prendre conscience de la différence entre bonne qualité et course à un niveau de vie extrêmement élevé qui serait néfaste à la nature. Et enfin, 8. Ceux qui souscrivent au point précédent s'engagent à essayer de mettre en application directement ou indirectement les changements nécessaires. Donc, vous voyez que l'écologie profonde s'inscrit dans une volonté de décroissance et promeut une sorte de nouvelle éthique prenant en compte la biosphère dans son entièreté et non plus seulement les êtres humains. L'un des principaux penseurs de l'écologie profonde et son fondateur, c'est le philosophe Arne Næss. Lors d'une conférence à Bucarest en 1972, le philosophe norvégien Arne Næss donne naissance au terme écologie profonde. Il était marqué par les philosophies de Spinoza ou encore de Gandhi, et il invite à l'écosophie, autrement dit à une vision philosophique du monde où l'humain ne serait pas au sommet des espèces vivantes, mais ferait partie d'un tout, la biosphère, dans un système apyramidal sans hiérarchie donc. En réalité, l'attitude de Næss est éminemment existentielle. Pour lui, il s'agit de prendre conscience de sa véritable place dans la nature et d'opérer un décentrement de soi. Alors, par décentrement de soi, Næss entend reprendre la place qui est la nôtre en tant qu'humain, à savoir une entité organique unique, mais qui s'inscrit dans un tout. En fait, il s'est inspiré de la célèbre formule du philosophe antique Héraclite qui est « On ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve, toutes choses se répandent et de nouveau se contractent, s'approchent et s'éloignent. » Héraclite utilisait cette métaphore pour expliquer que tout est en perpétuel changement, y compris l'identité. Tout est en constante évolution, il n'y a pas de permanence. Si je me rebaigne une 2e fois dans un fleuve, eh bien le fleuve n'est plus le même, et moi non plus d'ailleurs, puisque nous avons tous les deux évolué. La philosophie de Næss reprend cette idée et va même plus loin, puisque pour lui, la nature et l'humain, ou plutôt toute la biosphère, se mélangent et s'entremêlent pour ne former qu'une seule et même identité. Le soi avec un grand S. Alors, je vais expliquer un petit peu plus. En fait, le véritable but que s'assigne l'écologie profonde, c'est la réalisation du soi. Donc, en fait, Næss distingue le soi personnel dans sa définition habituelle, donc le soi soi-même, hein, le moi quoi. Næss perçoit plutôt ce soi-là comme un ego, donc chercher la réalisation de soi dans ce sens, c'est simplement vouloir flatter son ego en quelque sorte.
Il distingue donc le soi personnel, avec un petit s, du soi avec une majuscule, donc le grand soi, à savoir l'ensemble des êtres vivants, parmi lesquels les humains. Ainsi, la réalisation de soi au sens nassien du terme, eh bien c'est la réalisation de l'ensemble du vivant, et non pas simplement d'un individu humain. L'idée, c'est de se penser non pas comme une entité distincte, mais comme une pièce d'un gigantesque puzzle. Et si, en tant que pièce du puzzle, j'agis pour mon bien, eh bien, mes efforts sont en réalité portés vers le puzzle entier. Et vice-versa d'ailleurs. Ainsi, dans ma démarche écologique, je ne dirais plus « j'agis pour protéger la planète », mais « je me protège, moi, en tant que faisant partie de la planète, donc je protège la planète ». Alors attention, ce concept n'est pas du tout à comprendre comme un égoïsme qui s'étend, mais comme un véritable élargissement du soi, une identification de l'individu à l'ensemble des espèces vivantes. En quelque sorte, nos pensées et nos actions écologiques sont dirigées vers un soi universel. Alors, l'écologie profonde a aussi connu un courant qu'on pourrait dire anti-humaniste. Je m'explique. La question que se posent certains tenants de l'écologie radicale, c'est finalement, le monde est-il meilleur avec ou sans l'humanité ? Et le philosophe Michel Serres, que vous connaissez peut-être dans son ouvrage intitulé « Le contrat naturel », disait, je cite, « L'homme est un parasite qui prend et ne donne rien ». Dans ce livre, Michel Serres plaide pour un véritable rééquilibre et donc des droits égaux entre l'homme et la nature. Mais certains vont même plus loin, et je pense notamment au commandant Cousteau, oui, donc c'est bien le fameux explorateur des océans au bonnet rouge. Luc Ferry, dans son livre « Philosophie de l'écologie », rapporte certains de ses propos qu'il aurait donc tenus en 1991. « C'est terrible à dire, mais il faut que la population mondiale se stabilise. Et pour cela, il faudrait éliminer 35 000 hommes par jour. » C'est si horrible à dire qu'il ne faut même pas le dire, mais c'est l'ensemble de la situation dans laquelle nous sommes engagés qui est lamentable. Bon, vous imaginez bien que cet anti-humanisme-là a été vivement critiqué. Mais ce n'est pas le seul point qui a gêné les détracteurs de l'écologie profonde. Parce que quand on y pense bien, il est assez aisé de percevoir dans cette idéologie une sorte de panthéisme religieux, c'est-à-dire un culte de la nature divinisée. Donc la nature serait un nouveau dieu. Mais en fait, Nass lui-même a été bien clair à ce sujet. Il a contesté ce culte de la vie, arguant que c'était justement ce culte de la vie qui avait servi de justification à des dérives telles que le darwinisme social ou encore le fascisme. Il disait, et je parle au passé parce qu'en fait je voulais pas du tout préciser, mais Nass est mort en 2009, Nass disait donc, je cite, « Nous avons le droit de louer la nature au moyen de superlatifs absolus dans nos poèmes ou dans d'autres formes de rhétorique, mais pas dans notre philosophie ou en politique. » Alors bien sûr, et malgré le titre de cette vidéo qui est bien sûr humoristique, je pense que vous l'aurez perçu, je ne souhaite pas du tout l'extinction de l'humanité. Je m'inscris bien entendu contre cette radicalité de la Terre avant tout et l'idée d'éliminer des humains sur Terre. Simplement, selon l'ONU, depuis le 15 novembre dernier, c'est-à-dire cette semaine si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, eh bien la barre symbolique des 8 milliards d'humains sur Terre a été franchie. Et force est de constater qu'il n'est juste pas possible que 8 milliards d'êtres humains vivent avec le train de vie que mènent aujourd'hui les Européens ou les Américains. Par exemple, si l'on veut respecter l'accord de Paris sur le climat et donc contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et ce d'ici à 2100, eh bien il faudrait que chaque humain sur Terre n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an. Sachant qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne des Français est de 8,2 tonnes de CO2 par an et par habitant, c'est faisable, mais ça va demander de changer radicalement nos modes de fonctionnement. Et notamment de limiter les déplacements en avion qui, je le rappelle, génèrent beaucoup de CO2. On parle de plus de 4 tonnes par passager pour un vol aller-retour
Paris-Tokyo par exemple. Mais en réalité, les transports n'arrivent qu'en seconde position parmi les principales causes du réchauffement climatique. Derrière quoi, je vous le donne en mille, l'industrie de la viande. Parce que oui, les animaux et l'agriculture liée à leur alimentation, donc soja notamment, sont à l'origine de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Bref, vous le voyez, il n'est pas besoin de supprimer des humains pour éviter les dégâts, il suffit de revoir nos modes de vie et de consommation. Alors, évidemment, je pense que Arnas ne serait pas tout à fait d'accord avec moi et dirait que je suis encore une fois dans une perspective anthropocentrée, mais il me semble que tant qu'on n'aura pas opté pour une véritable décroissance, eh bien, le développement durable, eh bien, c'est finalement une solution qui se tient. Conclure, parce que je pense que cette vidéo commence à être un petit peu longue, mine de rien, je dirais que l'écologie profonde a le mérite de proposer une alternative à la traditionnelle loi de la jungle, où finalement ce sont toujours les soi-disant plus forts, toujours les mêmes, qui mènent la danse. Alors, je ne remets pas du tout en question cette loi, je serais assez mal placée pour le faire, puisque je ne suis pas du tout érudite dans ce domaine. Par contre, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à d'autres analyses, et notamment à un livre, c'est celui-ci, qui s'intitule « L'entraide, l'autre loi de la jungle », qui a été écrit par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, tous deux ingénieurs agronomes et docteurs en biologie. Dans cet ouvrage, il montre que, de tout temps, les espèces animales et végétales se sont entraidées, et ils vont même plus loin en affirmant même que ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles, eh bien ce ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s'entraident le plus. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de ce livre, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, et si ce sujet vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'écologie profonde et de la philosophie de Nas. Je vous invite à aller faire un tour du côté du magazine Éco, puisque l'article que j'ai écrit cette semaine parle justement d'écologie profonde. Et puis, vous pourrez aussi retrouver plein d'autres infos sur le développement durable, les gestes écologiques à adopter au quotidien, etc. etc. Tout ça, c'est sur le site d'Éco que je mets donc en description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez grand soin de vous. Salut!